Super Beau, le podcast des arts décoratifs et arts appliqués. Bonjour, je suis Juliette Percheron, décoratrice, ensemblière pour les gens, les entreprises, le cinéma. Je vis et travaille entre Paris et Montréal. Dans ce podcast, je vais vous parler des arts décoratifs et arts appliqués, généralement considérés comme mineurs, par rapport aux 7 arts que sont l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène et le cinéma. Je vais vous présenter le travail d'un artiste et vous dire pourquoi c'est beau ou ça ne l'est pas, en toute mauvaise foi et avec pas mal de mots. Je vais vous raconter le métier des autres et le mien, histoire de sortir de la théorie pour se manger le mur de la réalité. On ira demander leur avis à des théoriciens, des créateurs, des sachants ou pas. Pour notre deuxième épisode, je vous emmène découvrir la vie et l'œuvre de Jean Prouvé, ferronnier, constructeur, professeur des arts appliqués, ingénieur et architecte autodidacte. En novembre dernier, j'ai été embauchée sur une prise de vue publicitaire. On shootait des rééditions de meubles de Jean Prouvé pour la société Vitra. Et Vitra, si vous ne connaissez pas, c'est un des grands éditeurs, des designers emblématiques du XXe siècle. Un éditeur, c'est une entreprise qui a le droit de reproduction du mobilier du grand designer, et les grands éditeurs sur ce créneau, ce sont Vitra, la Suisse, et Herman Miller ou Knoll, les Américaines. Les rois et reines de ce business sont le couple Eames, plus une trentaine de designers qui jouent en première division. Et depuis quelque temps, 2 Français ont fait leur entrée dans l'éternité du design. Ce sont Charlotte Perriand, dont vous avez peut-être vu la rétrospective à la Fondation Vuitton, et Jean Prouvé. Ça tombe bien, ces deux-là étaient très copains. Si pendant longtemps on les avait un peu mis de côté, c'est parce qu'ils étaient cachés derrière Le Corbusier. Ou alors parce qu'il fallait attendre que la mode fasse une révolution complète pour y voir enfin clair. Quoi qu'il en soit, à l'heure où nous enregistrons, la cote de ces 2 amis est stratosphérique. Me voilà appelé par Vitra et par mon chef déco préféré, Sébastien Soucoupe, pour shooter les rééditions de meubles Prouvé dans des coloris nouveaux et top secrets, comme je vous disais. Et nous allons mettre en scène les meubles dans leur habitat naturel, à savoir l'architecture de Jean Prouvé. Nous partirons au Lavandou, dans une maison de bord de plage, la villa d'Hollander, construite par Jean et Henri Prouvé, son frère, en 1949. Puis, nous irons dans une maison démontable d'hébergement d'urgence, déposée dans le jardin de la Fondation CAB, à Saint-Paul-de-Vence. Ma première impression de la villa d'Hollander est assez mitigée. C'est l'hiver, il fait un temps dégueulasse, l'humidité nous transperce les os. La maison est un peu abîmée, dans son jus comme ils disent. Elle a beau être face à la mer sur la Riviera, la villa est modeste, conçue sans grand luxe. L'isolation est inexistante, les chambres minuscules et monacales. La maison n'est visiblement pas conçue pour l'hiver. Et c'est après quelques jours que la beauté de la maison se révèle, en particulier le matin, au lever du soleil. On voit assez vite à quel point elle a été pensée dans un environnement très précis et pour une seule saison, l'été. C'est une maison émouvante et honnête. Et elle est sans doute un exemple du maximum de luxe dont Prouvé est capable. Pour le meilleur. Alors voilà, c'est le tout début du XXe siècle. Il y a un père, Victor Prouvé, peintre, et une mère, Marie Duhamel, pianiste. Et puis il y a l'école de Nancy, l'Art Nouveau et Émile Gallé. Et c'est dans cet univers artistiquement propice que naît Jean Prouvé. Émile Gallé, c'est le parrain de Jean Prouvé.
Il est maître verrier, ébéniste, céramiste et industriel. Il est l'un des inventeurs de l'Art nouveau et sa devise est « Nos racines sont au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources ». C'est aussi un humaniste politiquement engagé et il est le fondateur de l'école de Nancy. Alors si vous avez écouté notre premier épisode, Émile Gallet, c'est ce que l'on fait de plus proche de William Morris en France. L'école de Nancy est créée avec Gallet donc, Majorelle, Daume et Vallin. On y enseigne l'architecture, la verrerie, la cristallerie, la ferronnerie, l'ébénisterie, le papier peint, la typographie, l'imprimerie, la broderie, l'orfèvrerie, la fiche publicitaire, la photographie et la reliure d'art, dans le courant de l'Art nouveau. En bref, l'école de Nancy enseigne l'ensemble des arts décoratifs. Quant à l'Art nouveau, il se caractérise par la volonté de reproduire la nature, par l'emploi de lignes courbes et le refus de la reproduction de ce qui a déjà été fait. Quant à Victor Prouvé, c'est un peintre nancéen, reconnu, qui succède à la mort d'Émile Gallet, à la tête de l'école de Nancy. Avec son épouse Marie Duhamel, pianiste, muse et gestionnaire de l'école de Nancy, il aura 7 enfants. Et nous arrivons à la naissance en 1901 à Paris du petit Jean, deuxième de la fratrie. La famille, bien qu'au centre d'un réseau dense et puissant, n'est pas riche. Cette pauvreté est en général donnée par les éminents biographes comme la raison qui pousse Jean à abandonner les études classiques pour entrer en apprentissage chez un ferronnier à Enghien qui s'appelle Émile Robert. Émile Robert est une épée dans son domaine. Et un ferronnier qui est une épée, je pense qu'on touche le fond en matière de jeu de mots. Quand il faisait son apprentissage dans un atelier, étant le fils de quelqu'un de renom, je pense qu'en fait, il avait tout à prouver aux gens. Ça, c'est Raphaël Billet, assistante de conservation au Musée des Arts Décoratifs et spécialiste du mobilier métallique de l'entre-deux-guerres. Je pense qu'il s'est vraiment appliqué à rentrer dans le moule comme les autres et à pas avoir de favoritisme. Et je pense qu'en fait, il y a une honnêteté dans la démarche de cet homme. Finalement, il fait pas l'économie de l'apprentissage qu'on doit faire, en fait. Il saute pas les étapes. On se rend compte que la formation de Jean Prouvé, c'est pas du tout une formation au rabais. Ce n'est pas parce qu'à 50 ans, tu n'as pas ton diplôme d'architecte que tu as raté ta vie. Et au regard de ce qui va se passer ensuite, il est assez évident que Jean Prouvé n'aurait pas été heureux dans des études classiques d'architecture, parce qu'il a un karma de manuel, de constructeur, qui met la main à la pâte et expérimente sur le vif. Et c'est un homme fier d'avoir été ouvrier. Après cet exigeant apprentissage, la Première Guerre mondiale et le service militaire, Jean épouse en 1924 Madeleine Schott, qui comme tous les membres de son POSSI a étudié les beaux-arts. Il crée son premier atelier à Nancy avec l'aide de son influent réseau, ou alors on pourrait dire ses amis. C'est à cette époque qu'il tombe en amour pour l'inox et les tôles d'acier pliées. Le premier commanditaire de ces meubles était un ami de la famille, un industriel vosgien qui s'appelait Louis Wittmann, qui lui fait confiance et lui commande l'ameublement de plusieurs pièces pour son château de Rupt-sur-Moselle. Donc, parmi ces meubles, on retrouve déjà l'amorce de certaines pièces qui va décliner plus tard, comme une chaise inclinable ou la chaise pliante. Et en fait, c'est ces commandes qui lui permettent de les premières expérimentations. Très vite, il est amené à rencontrer toutes les rockstars de l'architecture du début du XXe siècle. Mallet Stevens, tout d'abord, à qui au culot, il vient montrer ses ouvrages. L'assistant du patron la lui joue « Le maître n'est pas là, mais je vais quand même aller lui montrer vos œuvres » et Mallet Stevens sort de sa cachette parce qu'il est emballé par les ouvrages du jeune homme. Il lui commande immédiatement une grille pour la maison qu'il est en train de construire. Le jeune Prouvé lui dit qu'il va lui envoyer devis et croquis. Et Mallet Stevens lui répond ouvertement qu'il n'a pas commandé un devis et un dessin, mais bien une grille. Ce qui lui donne son aisance, c'est qu'entre guillemets, vu qu'il a toutes ses connaissances et qu'il est issu d'un milieu extrêmement lettré, il était à l'aise partout. Il se sent mal nulle part. Et ça, c'est sa force, en fait. En 1925, il participe à l'exposition avec son portail
pour le pavillon de Nancy. En fait, il va en profiter pour rencontrer l'architecte Robert Mallet-Stevens, aller dans son atelier et lui proposer de collaborer, c'est-à-dire de produire pour lui des choses. Et c'est un peu ce qu'il lance à ce moment-là sur la scène artistique française, puisque Mallet-Stevens fait partie d'un groupe où ils sont assez nombreux et qui collabore avec de nombreux autres architectes décorateurs. Et c'est par ce biais-là qu'il va lancer un petit peu son travail sur la scène parisienne. C'est également à cette époque qu'il fait la connaissance de Le Corbusier et de ses petits lutins de l'ombre que sont Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, son cousin, avec lequel il noue des liens de travail et d'amitié indéfectibles. Dans les ateliers de Prouvé, qui grandissent et déménagent, l'important c'est l'outillage et l'innovation. Et c'est là que réside le style Prouvé. Car bien que né les deux pieds dans l'art nouveau, c'est-à-dire un courant ornemental chargé et formaliste, Jean Prouvé n'est intéressé que par le geste de l'ouvrier, l'économie de matériaux et l'usage. Son inspiration est bien plus proche de la 2 chevaux Citroën en tôle légère, produite en série et destinée au plus grand nombre, que de la Sagrada Familia. Et ce n'est pas un hasard si le seul luxe très vaguement tapageur de Prouvé, c'est une belle auto, un petit bolide. Jean Prouvé adore les avions et les voitures qui réunissent ses obsessions. La tôle, le pliage, la technique, l'innovation, la légèreté et la mobilité. Prouvé, c'est le design dirigé par l'économie du geste et du matériau. Même s'il ne réussira jamais à passer à l'industrialisation de sa production, pour Prouvé, c'est ça la direction. Nous voici au centre des ateliers Prouvé de Maxéville, dans la banlieue de Nancy, avant la Deuxième Guerre mondiale. On fabrique des bâtiments entiers en préfabriqué, on innove sur les machines, on teste des trucs directement sur pièce. On fait des meubles aussi, des chaises utiles et pas sophistiquées, des tables, des armoires et des buffets pour ranger le bazar. Souvent, les bâtiments et les meubles se ressemblent parce qu'ils utilisent des principes et des matériaux communs. Le portique pour les maisons est adapté en pied compas pour les tables, par exemple. Et les ouvriers sont contents, puisque tout le monde, y compris le patron, touche le même salaire et est intéressé aux bénéfices. C'est un système d'autogestion. Il y a des jeunes architectes aussi, qui délaissent la planche à dessin pour venir mettre les mains dans le cambouis chez Prouvé. Accessoirement, ils jettent sur les plans ce qui a été expérimenté dans la journée. Faisons un détour par les meubles Prouvé parce qu'égoïstement, c'est ce qui m'intéresse le plus, rapport à mon activité d'ensemblière. Prouvé est de la génération du Bauhaus. Il connaît très bien les chaises de Mies van der Rohe, en tube chromé, et ça l'énerve. Il est plus clément avec sa copine Charlotte Perriand, qui utilise les mêmes tubes pour faire des chaises longues, mais qui n'a pas le choix puisqu'elle n'a pas d'usine. Il faut dire qu'un tube c'est cher, c'est difficile à stocker et c'est pas nécessaire. Un tube, on peut en faire un en pliant de la tôle, et c'est très bien comme ça. C'est précisément comme ça qu'il conçoit la chaise standard en 1934. Il en vend à Sciences Po et dans toutes les écoles et cantines de France pendant 20 ans. Il est assez unique en son genre, donc de toute façon, c'est toujours très intéressant de se pencher sur lui, puisqu'il sort vraiment du lot, puisque lui il va utiliser la tôle pliée bien plus que le tube étiré, contrairement à la plupart de ses collègues étrangers et français. Très rapidement, il va se mettre à faire notamment des luminaires pour les vendre à Nancy. Et là, il sort des luminaires qui sont complètement hors de tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, c'est très vite, il va faire toute une gamme de luminaires pour une maison qui s'appelle DIM, une maison d'édition, qui faisait à la fois du mobilier mais également des tapis, des luminaires, et qui est le premier éditeur de Jean Prouvé en fait. Voilà, de luminaires qui sont finalement extrêmement industriels dans leur esthétique, je dirais, puisque les matériaux sont assez inspirés du constructivisme russe. Il faut savoir que beaucoup de ceux qui ont expérimenté les sièges en métal au tout début,
c'est-à-dire dans les années 20-30, la plupart des prototypes finissaient très mal. Parce que le tube n'était pas assez solide, et ça s'affaissait. Ceux qui ont voulu faire ça en aluminium, parce qu'il y en a qui ont voulu le faire, alors là c'est le pire, parce qu'effectivement c'était pas abouti pour pouvoir supporter le poids d'une personne, etc. Alors que lui, c'est pas le cas. Lui, disons qu'il était déjà tellement soucieux du fait que ça fonctionne parfaitement et que ce soit fait pour supporter le poids d'une personne et d'un usage assez intensif que du coup, ces œuvres, elles ont tenu le choc. À partir des années 50, la galerie Steph Simon représente Prouvé pour la partie mobilier. Steph Simon, c'est un très grand galeriste, spécialiste du design du XXe siècle, et c'est pas le catalogue Manu France. Simon a le même âge que Prouvé, et il représente également les amis Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Serge Mouille ou Noguchi, quoique Noguchi, je crois qu'ils se connaissaient pas. Voyons un peu en simplifiant à quoi ça ressemble une maison Prouvé. Une maison Prouvé type, c'est une maison sans charpente avec un portique qui soutient une poutre faîtière qui porte l'ensemble du bâtiment. Elle peut être montée par peu d'hommes en moins d'une semaine sans échafaudage. Les murs sont des panneaux sandwich composés de 2 panneaux entourant un matériau isolant. La dimension de ces panneaux est d'1 mètre de largeur et c'est cette taille qui définit les maisons Prouvé. Vous entendrez les spécialistes parler de 6 par 6, 8 par 8, 8 par 6, etc. Une maison Prouvé, c'est souvent une maison démontable, légère, modeste et éphémère. Une maison Prouvé est caractérisée très souvent par l'emploi de panneaux sandwich perforés à hublot rond, avec des couches d'aluminium crénelées. Ces panneaux à hublot, c'est ce qui rend reconnaissable un bâtiment Prouvé au premier coup d'œil et hystérique le collectionneur d'art. Encore une fois, il n'y a pas de volonté formelle dans ces panneaux qui sont par hasard élégants. Si les ouvertures sont rondes, c'est parce que c'est la forme la plus facile à réaliser en usine et que c'est pas cher. La plus esthétique des inventions de Prouvé est à mon avis la structure coque, qu'il a conçue pour une imprimerie à Tours. Ce module peut s'adapter à peu près à tout. De manière générale, d'ailleurs, Prouvé conçoit des modules que l'on peut assembler entre eux dans une production cohérente. Il fait des variations architecturales, comme Bach au piano, ou comme les enfants avec leur Lego. Autre chose, Prouvé a une sainte horreur des boulons, même s'il est obligé d'en employer bien souvent. Parce que les boulons, c'est coûteux et ça génère un travail de manœuvre supplémentaire. Alors pas sûr que la Tour Eiffel à l'Empire State Building soit de cet avis, mais on comprend le raisonnement. Enfin, Prouvé n'aime pas le béton. S'il ne médira jamais sur Le Corbusier, sauf sur sa cupidité, il déclare haut et fort que le havre de Perret est une foirade intégrale, idem pour les cités dortoirs des programmes d'après-guerre. Fondamentalement, Prouvé est un humaniste pragmatique, pas de gaspillage, pas d'ornementation, on est là pour servir l'homme à moindre coût. Autant l'homme qui travaille à la production Prouvé que celui qui vit dans la maison ou qui s'assoit sur la chaise. Et quand on conçoit dans cette optique, on touche à l'essentiel, on évite à l'os. Ce que prône Prouvé, c'est finalement la sobriété et le minimalisme. En 1935, il va collaborer avec 2 architectes, Lotz et Baudouin, qui lui sont présentés par son frère architecte Henri, pour une œuvre magistrale, la Maison du Peuple de Clichy, où on peut voir tout le savoir-faire de Prouvé avec l'aluminium et les façades rideaux. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'une façade rideau. La Seconde Guerre mondiale arrive, et Prouvé ne s'en sort pas mal en faisant de la résistance passive face à l'envahisseur. Les Allemands ont bien sûr réquisitionné son outil de travail avec lui dedans, mais en détraquant les machines, il parvient à ralentir toute velléité de production. Très impliqué dans la ville de Nancy depuis toujours et fort de sa résistance face à l'ennemi, Prouvé est nommé maire provisoire de Nancy en 1944 en attendant les élections de 1945 où il ne se présente pas parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Au sortir de la guerre, quand il faut reloger dans la pénurie de matériaux et de main-d'œuvre des milliers de familles à la rue, Prouvé conçoit des maisons en bois très simples de 6 mètres par 6 mètres avec un poêle à bois, quelques fenêtres, un toit métallique. L'isolation n'est pas un sujet, il convient de faire vite et du mieux qu'on peut sans dépenser trop d'argent.
Le ministre en commande 1200, mais ne donne pas suite. À Meudon, Prouvé conçoit un lotissement de 14 maisons démontables en 8 par 8, destinées à des ménages pauvres. En 1982, 40 ans après leur construction, Prouvé râle. Beaucoup d'entre elles ont été posées sur pilotis et c'est pas bien. Alors personnellement, je trouve que c'est plus beau sur pilotis, ça donne un côté moderniste un peu chic et c'est sans doute ce que les maîtres d'œuvre ont pensé. Mais Prouvé, le puriste, lui pense que c'est bien superflu. Prouvé concède, avec son habituelle honnêteté, une erreur de conception assez marrante. Les toits ne sont pas insonorisés et l'espace est planté de marronniers. Quand une bogue tombe du haut de l'arbre sur la maison, ça fait un bruit à réveiller les morts. Et puis, ce sont les bourgeois des ministères qui habitent les maisons. Et ça met Jean en pétard. Et on le comprend, parce que même Gilbert Bécaud, qui ne faisait pas spécialement partie des indigents, a habité une de ces maisons. Et puis si Jean n'est pas content aussi, c'est parce que c'était des maisons éphémères, construites pour une génération. Et aujourd'hui, elles sont toujours là. Et ça, c'est un aspect bien important de son œuvre. C'est souvent pas fait pour durer. C'est à la période de Meudon, 1949, qu'il conçoit avec son frère Henri l'architecte, la villa d'Hollander où je me trouvais cet hiver pour le shooting Vitra. Et celle-là n'est ni démontable, ni provisoire. Mais on y trouve le portique qui soutient la poutre faîtière, les grandes baies vitrées qui coulissent pour disparaître. On se rend dans les chambres en passant par l'extérieur, par une coursive sous un auvent. Les portes de la cuisine sont constituées par les fameux panneaux en peau d'aluminium crénelé et hublot. Devant, il y a la Méditerranée, dans le jardin, un pin parasol géant. Et puis, en 1952, c'est le drame. Jean Prouvé perd son usine. L'ironie de l'histoire, c'est que Prouvé est victime de son succès. Pour s'agrandir, il a laissé entrer des industriels de l'aluminium dans son capital. Ces derniers souhaitent dissocier conception et construction. Pour Prouvé, qui travaille par expérimentation sur le vif, c'est la mort de la création. Pas question pour lui d'abdiquer le travail collectif pour l'exercice solitaire de la planche à dessin. Alors, il s'en va. Il faut dire que Prouvé est un être paradoxal. D'un côté, il souhaite la production en série, mais il est incapable d'abandonner l'approche artisanale. Parce qu'en fait, je pense que c'était ça qu'il aimait, quoi. En fait, et c'est ça qu'il savait faire. C'est-à-dire, enfin, tout le début de sa carrière, ça nous montre l'ADN de ce créateur. C'est quelqu'un qui voulait pouvoir amender ce qu'il avait fait, modifier lui-même, ne pas dépendre de qui que ce soit finalement. Pour pouvoir changer quelque chose si ça se révélait absurde, vous voyez. La grande différence avec les autres créateurs, c'est que les 3/4 du temps, pour pouvoir éditer leur objet, ils confiaient leurs dessins à des fabricants et ils devaient après revenir pour intervenir et modifier. Lui, il faisait tout à la fois, puisque c'était lui le fabricant. Et ça, c'est sa force majeure par rapport à tous les autres. Quand on lit Jean Prouvé par lui-même, tiré d'entretiens donnés en 1982, on entend à chaque page la douleur et l'amertume causées par la perte de son usine. Pourtant, la suite de sa carrière va rester éclatante, mais il ne s'en remettra jamais complètement. Juste après la perte de son usine, il se lance dans la construction de sa propre maison sur un terrain à la pente sévère réputé inconstructible sur les coteaux de Nancy. Comme il ne dispose plus de ses ateliers, il fait de la récup de modules prouvés et les assemble dans un ensemble hétérogène mais néanmoins cohérent. Le montage se fait en quelques jours à dos d'homme. La maison construite dans la longueur à flanc de colline ressemble à un wagon de train. Dès 1954, il crée à Paris une nouvelle entreprise dont va sortir la fameuse Maison des Jours Meilleurs, inventée à la demande de l'abbé Pierre. Elle est imaginée et conçue en seulement 1 mois et une vie. Cette maison-là, qui s'installe en 24 heures avec 2 hommes sans échafaudage, trône pour quelques jours au bord de la Seine pour le Salon des Arts Ménagers de Paris. Elle est une grande beauté. Lorsqu'il la voit, Le Corbusier se pâme. Jean Prouvé a élevé sur le pont Alexandre III la plus belle maison que je connaisse, le plus parfait moyen d'habitation, la plus étincelante chose construite, et tout cela étant vrai, bâti, réalisé, conclusion d'une vie de recherche. Et c'est l'abbé Pierre
qui la lui a commandée. Seulement voilà, si l'État français en commande bien quelques-unes, la production s'arrête vite. On vient de rentrer dans l'ère du béton, l'architecture légère n'est pas à la mode, on préfère parier sur une architecture plus durable. L'ironie de la chose, c'est que le compliment sur la maison des jours meilleurs vient de celui que l'on tient pour responsable du bétonnage et des grands ensembles de l'après-guerre. Mais laisse-moi t'expliquer si tu ne connais pas bien Le Corbusier. Le Corbusier est un très grand architecte du XXe siècle, né en Suisse à la fin du XIXe siècle. Son langage architectural moderne s'articule autour de 5 points. Primo, les pilotis, c'est-à-dire qu'on supprime le rez-de-chaussée humide pour faire circuler l'air en dessous du bâtiment. Deuxio, le toit-terrasse, ça tu vois, le ping-pong, le barbecue entre amis, les coups de soleil. En numéro 3, nous avons le plan libre, ça veut dire qu'on a remplacé les murs porteurs de Stéphane Plaza par des piliers, et donc il n'y a plus de cloison, sauf si c'est toi qui en poses une. Le but, c'est que la lumière inonde l'espace sans obstacle. Quatrièmement, la fenêtre en bandeau, c'est-à-dire une fenêtre plus longue qu'une traditionnelle fenêtre avec un linteau. Le 5e point, c'est la façade libre. Il faut savoir qu'un mur de façade classique, c'est un mur qui porte le poids de la maison. Alors on ne peut pas faire des ouvertures dedans comme on veut, parce que ça peut fragiliser l'ensemble. Dans une structure façon Le Corbusier, les poteaux qui soutiennent l'ensemble sont à l'intérieur en retrait de la façade. C'est un peu le même principe qu'avec la façade rideau de Prouvé. Donc, la façade ne porte plus rien, à nous les grandes baies vitrées bord à bord, les fenêtres en bandeau et le soleil qui rentre. Et pour réaliser les 5 points de ce langage architectural, eh bien, on va avoir besoin de poutrelles d'acier et de béton armé. Il y en a bien qui ont essayé de faire la même chose avec du contreplaqué et du papier de riz, mais ils ont eu des problèmes. Le Corbusier va imaginer des grands ensembles architecturaux, les fameuses cités radieuses, soit des grandes barres d'immeubles d'habitation pleines d'utopie. Et là, tu me vois venir avec mes gros sabots de percheron. Béton plus grand ensemble d'habitation, ça va vite dégénérer en ma cité va craquer de l'autre côté du périph'. Si aujourd'hui on se dit que c'était pas forcément une bonne idée, en 1950, c'est précisément ce modèle qui a la cote. Même si ce n'est pas la paroisse de Prouvé, il conçoit sol, escalier et mobilier métallique dans l'appartement témoin de la cité radieuse de Marseille. Parce que Prouvé et Le Corbu, ils sont copains. À partir de 1958, Prouvé devient professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qu'en condensé on appelle le CNAM. Le CNAM est une grande école d'ingénieurs française. Prouvé va y enseigner les arts appliqués au métier et son cours fait un carton. Au début, il n'y a que 60 élèves qui viennent y assister et très vite, c'est 400 étudiants qui s'y pressent, dont un tiers d'étudiants aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, ça veut dire aussi l'école d'architecture, venus en auditeurs libres pour apprendre ce que leur formation a oublié de mettre au programme, à savoir les techniques de réalisation. Prouvé n'a jamais rédigé un seul de ses cours. Quelques heures avant, il réalise un croquis qui va lui servir de fil conducteur, parce que l'écrit c'est pas son truc. Il donne par exemple un cours sur la réalisation technique de l'architecture d'Oscar Niemeyer, avec lequel il avait collaboré sur les façades du siège du Parti communiste français, ou sur les pièces détachées composant la 2 chevaux Citroën et la manière dont il faut l'assembler. À l'âge de 70 ans, Prouvé prend sa retraite du CNAM et ouvre, comme un jeune homme, un nouveau bureau d'études situé rue des Blancs-Manteaux à Paris. Il conçoit, avec des hommes qu'il aime bien, les stations essence pour le pétrolier Total, une école à Trappes ou les stations terminales du métro parisien. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que lorsque Prouvé parle de son travail, il nomme systématiquement ses collaborateurs, il ne travaille qu'avec des gens qu'il aime, dont il loue les qualités avec enthousiasme. C'est un homme généreux, qui ne fera jamais fortune et qui ne travaille pas seul. Comme il n'a ni diplôme d'architecte ni diplôme d'ingénieur, il s'associe avec des diplômés et va chercher des ouvriers de talent. Prouvé ne peut travailler qu'avec des amis. Avec les très grands architectes du XXe siècle, Prouvé a toujours eu un dialogue de pairs. Il a travaillé avec beaucoup d'entre eux et a rencontré les autres. Il connaissait très bien Gropius,
et échangé avec Saarinen, Breuer, Aalto, Wright. D'ailleurs, Frank Lloyd Wright avait été soufflé par la maison du peuple de Clichy. Et Prouvé se sent proche de lui, même s'il diffère de son propre aveu sur un point. Wright est un formaliste, Prouvé absolument pas. En 71, Prouvé est président du jury qui désigne les architectes Renzo Piano et Richard Rogers pour la construction du Centre Pompidou à Paris. Il devient très vite ami avec Renzo Piano. Durant toute sa vie, Prouvé est plus apprécié par les architectes étrangers que par les Français. Prouvé considère que la formation en architecture française est trop intellectuelle et pas assez technique. Or, dans les autres pays, la plupart des formations d'architectes sont également des formations d'ingénieurs. Ceci explique sans doute cela. Prouvé meurt en 1984 à Nancy, à l'âge de 82 ans. Il avait 5 enfants. Françoise, Claude, son fils l'architecte, Simone la tisserande, Hélène et Catherine, la gardienne du temple. Et me revoilà, en décembre dernier, avec mes copains accessoiristes et ensembliers, dans une maison démontable, d'après-guerre, conçue pour les réfugiés par Prouvé. C'est un baraquement en bois et métal, avec un portique et des petites fenêtres. Le bois lui confère l'allure d'une élégante et chaleureuse cabane. Comme il n'y a pas d'isolation, on entend les voitures passer sur la route toutes proches. Et à bien des endroits, des petits interstices laissent apparaître le jour et l'air frais s'engouffrer. La maison est posée dans le jardin de la Fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence. La Fondation CAB, voisine de la Fondation MAG, propose une collection d'art minimale dans un très beau bâtiment des années 50, ainsi que quelques chambres d'hôtes à louer. La maison démontable Prouvé est l'une d'entre elles. Vous pouvez y passer la nuit pour la somme de 700 €. En faisant quelques recherches, je me rends compte qu'il est également possible de louer un cabanon Prouvé du même tonneau à la Villa Lacoste au Puy-Saint-Réparade à 1800 € la nuit pour 2 personnes. Les productions du modeste et travailleur Jean Prouvé s'arrachent partout dans le monde à des prix records. Les maisons pour les pauvres sont devenues des œuvres pour milliardaires. Pas sûr que Prouvé aurait goûté le cynisme de la situation. Lui qui était pris de haut le cœur en voyant les maisons HLM de Meudon louées à des gens qui avaient les moyens de se payer un plein tarif. Toujours est-il que cette hystérie spéculative a eu comme effet bénéfique la préservation des constructions Prouvé alors qu'on les avait maltraitées jusque-là. Les galeristes s'appellent Philippe Jousse, François Lanafour, qui a racheté les archives de Steph Simon, le marchand de l'origine, Éric Touchalaume, Patrick Seguin ou l'International Galerie Gagossian. En 2021, les meubles de la maison de l'aîné des enfants Prouvé sont vendus à Drouot. Des chaises estimées à 15 000 € partent à 46 000. Des fauteuils s'arrachent à 141 000 € l'unité. Un guéridon estimé à 10 000 € est parti pour 80 000. Sabrina Dola, directrice du département design d'Art Curial, se souvient dans le journal Le Monde. Dans les années 2000, une chaise standard valait 2 000 € environ. En 2010, elle coûtait 5 000. Et nous avons eu récemment une adjudication de 23 400 € pour une paire. En 2015, le bureau Présidence a été vendu plus d'1 million € par la maison de vente aux enchères Art Curial. En 2012, la police arrête un faussaire de Jean Prouvé qui venait de vendre à 3 galeristes différents une table et 2 fauteuils pour 220 000 €. En 2007, la maison Tropicale a été vendue pour la somme de 5 millions de $. Il faut dire qu'il n'existe que 3 prototypes de cette maison Tropicale, qui a été construite à l'origine pour pallier la pénurie de logements et de bâtiments publics dans les colonies françaises. En 2001, 2 des structures ont été acquises par Éric Touchalaume et après une longue période de restauration, la maison a été exposée à l'université de Yale, au musée d'art contemporain de Los Angeles, puis au centre Pompidou. Une maison démontable 8 par 8, bien moins rare que la Tropicale,
sur le marché de l'art contemporain, ça coûte en général 2,5 millions d'euros. Miuccia Prada en possède une, et tu la visualises bien là, Miu Miu en pyjama dans sa cabane. Quant aux villas mises en vente avec leur terrain, pour la villa d'Hollander du Lavandou où j'ai eu le plaisir d'officier, il faudra débourser plus de 6 millions d'euros. Dans la villa Sénave, à Grimaud, dans la baie de Saint-Tropez, à 300 mètres de la plage sans la vue, c'est Charlotte Perriand qui s'est chargée des meubles et de la cuisine et Serge Mouille des luminaires. Elle est mise en vente au prix de 3,5 millions d'euros. Bref, vous l'aurez compris, les marchands adorent prouver. Alors ils sont rares, ceux qui poursuivent son œuvre dans la pureté originelle. Il est un architecte lillois et un bailleur social qui tente, près de Roubaix, dans le nord de la France, de créer un programme immobilier dans l'esprit de Prouvé. Entouré d'une équipe pluridisciplinaire, Jean-Charles Huette et Villogia, le bailleur social, ont adapté le pavillon métropole Prouvé pour le rendre conforme aux normes et contraintes d'aujourd'hui. Le but sera de cloner la maison pour en faire des habitats à loyer modéré. Avec acharnement, Jean-Charles Huette a sauvé un pavillon métropole. Son combat commence en 1990 avec un tout petit budget, mais avec ténacité. Monsieur et Madame Franz, qui ont vécu 40 ans durant dans la maison, ont recouvert la potence iconique de Prouvé avec des fleurs en plastique, un gros tube néon éclaire la table à manger et des couches de papier peint cachent les joints métalliques entre deux plaques. Ils ont vécu heureux là et ont investi les lieux avec tout leur cœur. C'est vrai que l'été, c'est un four et l'hiver, c'est un frigo. La laine de verre entre les plaques s'est effondrée et a pourri. La maison a eu maille à partir avec les ponts thermiques. Parce qu'il faut bien expliquer un truc. Le pavillon métropole est construit avec les matériaux disponibles dans les années 50, avant le choc pétrolier et la conscience écologique. En utilisant les matériaux isolants contemporains sur la même structure, on peut coller aux exigences thermiques de notre époque. Et en 2015, la restauration se termine. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais je souhaite de tout cœur voir les pavillons métropoles fleurir dans les faubourgs et que ces hommes soient récompensés de leurs efforts. Je pense que vous pouvez pas faire des choses qui sortent autant de l'ordinaire et du chemin tout tracé que les autres prennent si vous n'avez pas une confiance en soi qui dépasse la norme en fait. Et cette liberté dont je vous parlais, parce qu'en fait, Charot aussi était animé de cette grande liberté, Hélène Gray aussi était animée de cette grande liberté, et ça donne des œuvres qui sortent complètement du lot. Sont pas des gens qui sont, si vous voulez, sous influence. Hein. Non, parce que pour inventer son propre style, faut être totalement libre. Nous venons d'évoquer un petit bout de la vie et de l'œuvre de Jean Prouvé, le constructeur humaniste au cœur de Ferronnier. Pour la réalisation de ce podcast, je me suis appuyée sur les sources suivantes. Wikipédia, évidemment. Le très beau documentaire de Richard Malbecki, Jean Prouvé et le courage rebelle, de 2012, pour voir, entre autres, les filles de Jean Prouvé qui racontent leur enfance. Et c'est disponible sur Dailymotion. Le documentaire La maison de Jean Prouvé, de Richard Coppens et Stan Neumann, de 2004, un classique tout à fait formidable, disponible sur YouTube, entre autres. Le livre Jean Prouvé par lui-même, aux éditions du Linteau, propos recueillis par Armel Lavalou. Le site du galeriste Patrick Seguin, avec une chronologie de la vie de Prouvé super complète et de très belles images des maisons démontables, démontées, remontées, démontées, remontées. L'interview lors de l'émission Quand le bâtiment va, de Jean Prouvé et Michel Bataille, par Frédéric Potcher, de 1955, sur France Culture,
et c'est disponible en ligne. Enfin, la formidable conférence de Jean-Charles Huette à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur la pensée constructiviste de Jean Prouvé, disponible sur YouTube. Je remercie la pétillante Raphaël Billet pour son enthousiaste et éclairante participation. Ce podcast, ou balado en québécois, a été écrit et enregistré par moi-même à Montréal et produit à Montrouge par le meilleur des Jean-Marie Laud. Il est temps pour moi d'aller promener Morissette, mon fox terrier, et d'embrasser Jean-Marie Laud, ou alors l'inverse. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.